Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants qui vont nous présenter leur projet. On va commencer la présentation avec Walid Hadda, étudiant-chercheur à la maîtrise en gestion de l'organisation, qui a travaillé sur la direction de Myriam Hertz, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il va nous présenter les résultats de son projet Impliquer le consommateur dans l'économie circulaire du plastique, mené en collaboration avec 5 Credo. Nous aurons ensuite la chance d'écouter Adeline Sencloz et Ivanka van der Star, euh, qui vont nous présenter les résultats du projet de recherche portant sur la filière de récupération du mobilier de bureau au Québec. Et puis finalement, Pedro Sibis, qui a terminé sa maîtrise à l'École polytechnique de Montréal sous la direction de Sophie Bernard, nous présentera leur projet de recherche qui s'intéresse à la fast fashion et en particulier au lien entre la destruction des invendus et les politiques publiques. Donc, un grand merci à tous les trois pour votre présence. Puis à l'attention de tous les participants, je vous invite à conserver vos questions pour la fin de présentation, où on va garder une période d'échange commune avec les trois présentateurs. Ça nous permet de nous assurer de terminer les présentations dans les temps. Donc, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je laisse la parole à Walid. Bonjour, je vais faire le partage d'écran. Bonjour, je m'appelle Walid Hadar. Je suis étudiant en maîtrise de recherche en organisation, en management et gestion des organisations pour les recherches. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de recherche sur le recyclage des plastiques au Canada et précisément comment impliquer les consommateurs dans l'économie circulaire du plastique. Donc, on va commencer par le plan, on va commencer par une introduction, la mise en contexte de notre recherche, présenter le cadre théorique et aussi le cadre conceptuel, la méthodologie adaptée, le résultat de la recherche, plutôt les résultats et l'amélioration souhaitée, les implications et enfin la conclusion. Notre recherche, c'est une recherche appliquée, participative, menée par le laboratoire de recherche sur les nouvelles formes de consommation, en partenariat avec le cabinet Fevredo, qui signifie Recycling Enable Design and Operations. C'est une société de conseil basée à Vancouver et spécialisée dans la mise en œuvre des principes de l'économie circulaire dans les produits et opérations des entreprises. Cette recherche est financée par une subvention de recherche partenariale du Conseil de la recherche en sciences humaines et le réseau de recherche en économie circulaire du Québec. On trouve également la firme Léger Marketing, c'est une société de sondage qui a participé notamment dans la phase de collecte et l'exploitation des données relatives à notre échantillon de recherche. Pour le contexte de notre étude, on a trois motivations principales. La première, c'est une motivation théorique. C'est d'abord d'enrichir la littérature sur les éléments qui influencent l'engagement des consommateurs dans une recherche, dans une démarche d'économie circulaire. Nous avons contribué à la littérature en explorant les implications théoriques de l'interaction entre trois variables. D'abord, les facteurs situationnels perçus qu'on va voir en fait les composants de ces facteurs-là par la suite. Ensuite, l'attitude environnementale qu'on a choisie comme variable médiatrice. Et enfin, le comportement de consommation circulaire du plastique. Pour les motivations managériales, c'est d'abord d'étendre la capacité du cabinet Five Redo à tenir compte et à s'appuyer sur le comportement des consommateurs lors du développement de solutions plastiques circulaires. Et enfin, bien sûr, c'est d'exploiter les résultats pour une meilleure compréhension du comportement de recyclage du plastique des consommateurs canadiens, afin de développer divers scénarios sur l'évaluation de l'économie circulaire. On souhaite en fait développer ces scénarios d'ici 2030. On va mettre quelques chiffres clés concernant le contexte du plastique au Canada. C'est des chiffres tirés du rapport Noyé dans le plastique émis par Oceana Canada. Alors que les Canadiens représentent moins de 0,5% de la population mondiale, ils utilisent 1,4% de tout le plastique produit.
Le Canada utilise actuellement 4,6 millions de tonnes de plastique chaque année, soit environ 125 kg par personne. En 2010, le Canada a généré 9 fois plus de déchets plastiques par personne que l'Inde et jusqu'à 3,6 fois plus que certains pays du sud-est de l'Asie. Entre 1988 et 2016, le Canada a expédié près de 4 millions de tonnes de plastique à l'étranger. Environ la moitié de tout le plastique jeté au Canada provient de plastique à usage unique. Donc, la littérature sur les implications du consommateur dans le recyclage, c'est principalement focalisé sur l'étude des facteurs psychologiques ou démographiques sur le consommateur, avec peu d'égards sur l'étude des facteurs situationnels. Mais aussi, en fait, pas sur seulement sur les facteurs situationnels, mais aussi sur l'attitude environnementale et le comportement de recyclage. Donc, Excuse-moi, Walid, oui, excuse-moi, je vais t'arrêter une seconde. Il y a un problème je pense, avec le partage avec ton écran. Pour nous, les images apparaissent superposées d'une diapositive à l'autre. Donc, on voit pas très bien ce que tu nous présentes, euh, malheureusement. ouais, Peut-être que je vais refaire le partage, voir si ça fonctionne mieux. Et puis sinon, en dernière option, tu pourrais me l'envoyer, je pourrais le repartager moi. Là, ça maintenant, fonctionne. ça fonctionne mieux. Là, ça fonctionne, mais j'ai l'impression que c'est au changement de slide où ça bug. Essaye de changer de slide pour voir. Je vais passer au slide suivant. Est-ce que vous le voyez? Non, C'était ça en- superpose. Là, c'est bon. Non, non Non, plus. Hmm. Non. peut-être l'envoyer par courriel à Raphaël et on peut peut-être enchaîner avec la prochaine personne si ça prend trop de temps ou partager. Est-ce que les diapos, ils sont superposés ou c'est Oui, comment? Ouais, oui. non, ça fonctionne pas, c'est vraiment pas lisible pour nous, là, on voit vraiment pas ce que tu présentes, malheureusement. Ah, Essaye de le présenter peut-être, non pas en mode présentateur, mais dans l'application directement. Désolé pour ce, cet imprévu. On devrait préparer une petite musique de fond. Tu sais. Ti, 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 ti. C'est là pour faire ça, c'est bon, regarde, tu fais ça magnifiquement bien. Petite, tu sais, petit problème technique, ça arrive. Là, ça fonctionne. Essaye de changer de slide. Non, on a toujours le même problème. je sais pas. Oui, Hmm. effectivement, tu as la proposition de mettre la présentation en mode PDF. Sinon, c'est de vraiment la présenter en mode diapositive, là, pas en mode de présentateur, vraiment la présenter dans PowerPoint. Deux options. On a fait les tests, mais on a commencé à faire les tests de changement de diapositive. Écoute, ce qu'on va faire, c'est on va passer à la présentation suivante et puis on va intervertir simplement, comme ça va te permettre le temps de transformer ça en PDF, me l'envoyer éventuellement et puis on va pouvoir faire ça. Euh, D'accord. à Denirenka, je vous prends en dépourvu. Vous allez commencer un peu plus tôt. Vous allez pouvoir présenter tout de suite votre projet. Mais il n'y a pas de souci, sauf que j'ai l'impression qu'Irenka n'est plus présente. Ah mince. Bon, ben, Je la vois plus. ce sera que toi, Adeline, alors. Bah, ça peut, mais je vais Ou juste. sinon, on y va avec Pedro. On va y arriver parce qu'on a un présentateur qui est pré-opérationnel. Ok. Oui, on peut le faire. Laissez-moi juste On coupe changer Pedro, alors. les Merci. écrans. Ok.
Donc, laissez-moi juste partir mon chrono. Bon, donc, vous m'entendez bien, vous voyez bien à date? Ouais, c'est bon, Oui. ça. Ouais, ok, merci. Je vais vous présenter aujourd'hui mon projet de maîtrise, projet qui s'est conclu il y a presque un an déjà. Donc, c'est un projet qui a porté de manière générale sur l'influence des politiques publiques sur l'impact environnemental de l'industrie de la mode et, comme Raphaël disait, un peu plus spécifiquement sur le comportement des détaillants dans le secteur de la mode rapide, de la fast fashion, et ce comportement de détruire les inventaires invendus et comment des politiques publiques peuvent venir réduire ce comportement-là. Donc, c'est un projet qui a été initialement financé par le Smart Prosperity Institute, affilié à l'Université de Ottawa, pardon, et en grande partie aussi par le réseau de recherche de l'économie circulaire du Québec. Donc, c'est un projet qui peut se séparer en deux parties assez facilement. Une première partie qui a été la revue de littérature, où est-ce qu'on fait un portrait global de l'industrie et ses principaux impacts environnementaux, et une analyse des caractéristiques des vêtements. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est des vêtements de mode rapide et comment est-ce que ces caractéristiques-là vont venir exacerber les impacts environnementaux déjà présents dans l'industrie. Et puis, comment est-ce que ça fonctionne assez bien avec un problème classique en sciences économiques, qui est le problème du vendeur de journaux, et comment, par le suite, on fait une petite analyse des politiques publiques. Et tout ça va servir pour la deuxième partie du projet, qui est le modèle, que dans la présentation aujourd'hui, je pense que je vais aller un peu plus brièvement quand même. Donc, le modèle, c'est un modèle en sciences économiques, encore une fois, où est-ce qu'on va regarder le problème du producteur, qui est un problème d'optimisation du détaillant dans cette question-ci, de combien de vêtements il va apporter dans le marché. Et en deuxième partie, la fonction de bien-être. Donc, c'est le planificateur social, un gouvernement, pour lui, c'est quoi la quantité apportée de vêtements dans le marché qui est optimale. Et par la suite, on va conclure avec une petite analyse. Donc, c'est un modèle économique, non pas de commerce international, mais on regarde le contexte mondialisé de l'industrie, vraiment plus parce que c'est sa réalité. Il y a des régions productrices et des régions consommatrices. Donc, si on commence en haut à gauche, rapidement, c'est très général comme description de la chaîne d'approvisionnement d'un vêtement, qui encore aujourd'hui est très linéaire. Donc, on va avoir les étapes de production, la distribution vers les zones consommatrices et la fin de vie qui est plus souvent qu'autrement soit de l'incinération, soit de l'enfouissement. Donc, parce que c'est aussi mondialisé, ça a été pertinent de regarder les principales matières, les principaux matériaux utilisés pour la fabrication de vêtements. C'est majoritairement du polyester et du coton. Et surtout pour la mode rapide, c'est ces deux matières-là qui vont être utilisées. Euh, il existe des alternatives éco-responsables pour ces deux types de matériaux. Pour le polyester, c'est le polyéthylène, le PET des bouteilles en plastique qui est recyclé en fibre polyester. Et pour le coton, c'est souvent la certification bio. Mais dans les deux cas, la part de marché de ces fibres alternatives est quand même minime par rapport à la matière conventionnelle. Donc, l'intéressant de regarder les matériaux, c'est parce que la grande majorité de l'impact environnemental du cycle de vie d'un vêtement se retrouve dans la production. Et c'est surtout deux types d'impact. C'est l'empreinte carbone, qui, elle, va être liée à toute la source d'énergie pour les étapes de production qui va être nécessaire. C'est souvent une énergie fossile. Et après ça, il y a le transport qui est mondialisé. C'est un transport qui utilise des carburants fossiles et toute la production du polyester, donc la fibre la plus présente, qui est issue de l'industrie pétrochimique. L'autre grand impact est l'empreinte eau, qui, elle est liée beaucoup au procédé de teinture et de finition des tissus, des fils et des vêtements aussi, mais aussi donc à tout le besoin d'eau des cultures de coton un peu partout dans le monde. Et parce que c'est une chaîne de valeur qui est très linéaire, la génération de matières résiduelles à la fin est problématique. Donc, tant les résidus industriels qui ont lieu dans la production que nos vêtements usagés en post-consommation vont se retrouver en incinération, en enfouissement. Il existe des technologies de recyclage, il existe des options quand même à une échelle intéressante de recyclage. Par contre, c'est plus souvent
le sous-cyclage que le surcyclage. Donc, le sous-cyclage, c'est quand le vêtement usagé va être recyclé en quelque chose qui va avoir une valeur moindre que le vêtement usagé. Et c'est rarement le cas du surcyclage, parce qu'on va en faire quelque chose avec plus de valeur. Et le contexte mondialisé, donc, crée aussi ce débalancement géographique de l'impact, où est-ce que, donc, les régions productrices vont faire face à une externalité négative environnementale et sociale qui est plus forte que leur consommation, parce qu'ils produisent plus qu'est-ce qu'ils consomment, et les régions consommatrices qui n'ont pas ou virtuellement peu de production vont faire face à peu d'externalités négatives. Donc, il y a ce débalancement. Donc, un vêtement, si on essaie de le résumer à deux aspects principaux, un aspect esthétique qui est lié à la tendance et un aspect fonctionnel. Donc, on peut imaginer un t-shirt blanc comme le vêtement de base avec un bas niveau de tendance et un t-shirt vert fluo qui va être affilié à une tendance particulière qui va donc avoir un haut niveau de tendance. Les deux n'ont pas la même fonction. Le t-shirt blanc, on va pouvoir l'utiliser dans plus de situations possibles. Le t-shirt vert fluo, c'est plus limité. Et ces deux aspects esthétiques et fonctionnels sont aussi soumis à une saisonnalité. Donc, au travers de l'année, on va avoir des besoins différents, tant au niveau de fonction que de tendance. Et la réalité de la fast fashion, c'est que le cycle des tendances est beaucoup plus rapide aussi. Et cela cause quatre principales implications. Donc, le détaillant, lui, va avoir des obstacles de prévision. Donc, il va avoir de la difficulté à se projeter dans la période de la tendance et à identifier combien de clients vont être intéressés par cette nouvelle tendance, ce qui crée une incertitude de la demande. Et traditionnellement, l'industrie s'est penchée vers les chaînes d'approvisionnement rapides, c'est les quick response, les supply chain agile. Le grand exemple de ça, c'est Zara, qui, surtout dans les années 2000, a été des cas d'étude pour l'application de chaînes d'approvisionnement rapides. Un autre aspect, c'est donc, comme je l'ai mentionné, le cycle de vie des tendances qui devient plus rapide. Ça fait en sorte que le vêtement très lié à la tendance va perdre de sa valeur une fois que la nouveauté est passée. Ce qui fait en sorte que la pression de temps est encore plus grande et on a retrouvé des baisses de contrôle de qualité. Et puis, un autre aspect, c'est une augmentation plus grande liée aux achats impulsifs. Donc, vraiment en accent sur le marketing et la nouveauté. La conclusion importante de ça, c'est qu'il y a une incertitude de la demande et en raison de ça, il y a plus d'inventaires ou il y a des inventaires invendus certains à la fin de la saison et il y a une obsolescence rapide où est-ce que ces inventaires invendus parce qu'ils sont liés à la valeur est liée à la tendance et qu'il y a une baisse de contrôle de qualité, donc la fonction est diminuée aussi, vont perdre de leur valeur à la fin de la saison. Donc, nous, on a émis l'hypothèse qu'il est plus rentable d'éliminer ces invendus que de risquer de perdre des ventes. Et c'est une hypothèse qui est supportée par la littérature, donc le cas classique en sciences économiques de vendeur de journaux, où est-ce que le détaillant apporte une nouveauté pour une période précise. Ce que la littérature montre, c'est que pour des profils de préférence de risque, notamment l'aversion aux pertes, donc ne pas vouloir avoir des pertes, le détaillant va être encouragé à produire un surplus pour pouvoir maximiser ses profits. Pour adresser l'impact environnemental de cette production et de cette surproduction, disons, il existe des stratégies tant du niveau du producteur que du consommateur. Je vais peut-être placer plus rapidement, juste pour conclure, que les difficultés de mettre des stratégies en place du côté producteur sont plus souvent liées à des coûts, ou plus souvent l'excuse est des coûts d'opération plus grands. Et du côté consommateur, nos usages ou notre consommation, nos habitudes de consommation sont quand même limitées dans l'échelle de l'enjeu. Donc, il existe un besoin de politique publique pour inciter ces changements nécessaires. Considérant que la deuxième partie du projet était prévue d'être un modèle économique, on s'est concentré sur des incitatifs économiques de politique publique, donc l'introduction d'une taxe. Il existe des exemples surtout de taxer à l'utilisation d'une substance chimique ou encore des tarifs liés à un programme de responsabilité élargie des producteurs
une REP est donc une responsabilisation des détaillants et des producteurs de qu'est-ce qu'ils amènent dans le marché, une responsabilisation du traitement de fin de vie de ces produits. Et ça a été un peu la grande inspiration au début du projet. C'est le cas de la France, qui est depuis bientôt une dizaine d'années, ou un peu plus qu'une dizaine d'années même, a une REP pour la filiale textile, où est-ce qu'il y a une obligation des détaillants de garantir une seconde vie ou une valorisation de leurs invendus une fois la saison finie. Juste peut-être pour mentionner rapidement, il existe d'autres types d'incitatifs politiques aussi, tant au niveau informationnel, de demander que les clients aient accès à plus d'informations sur l'impact environnemental des produits, ou encore dans le niveau logistique, d'investir dans des plateformes de mutualisation de ressources, où est-ce que les invendus peuvent être achetés par d'autres types de compagnies pour les valoriser. Mais donc, nous, notre focus est sur la taxe et le tarif de REP. Donc, si je rentre dans le modèle, l'objectif du modèle était de représenter la préférence des consommateurs vers la nouveauté et comment les détaillants agissent face à ça. Donc, il y a 3 types d'agents. Il y a un seul détaillant, un bassin de consommateurs et un régulateur, donc disons un gouvernement. Et donc, l'objectif est de voir cette relation symbiotique entre la propension à payer pour la nouveauté de la part des clients et l'envie du détaillant de garantir ses profits en générant des invendus. Et puis, comment est-ce que les politiques publiques peuvent venir réduire l'invendu. Pour ce faire, il y a eu des hypothèses qui ont été nécessaires, notamment tout ce qui est positionnement stratégique, positionnement marketing de la part du détaillant sont pris en amont et vont venir se traduire sur la tendance, donc la quantité de vêtements tendance qui vont être dans le marché. Et puis, il y a 2 types de consommateurs dans un spectre, où est-ce qu'il y a les consommateurs qui valorisent la nouveauté fortement et que eux donc sont prêts à acheter à un prix régulier au début de la saison parce qu'ils vont pouvoir porter le vêtement tendance pendant toute la saison, et un consommateur qui va moins valoriser cette nouveauté-là et qui va être prêt à attendre des moments de solde et qui va donc avoir moins de temps avec le vêtement en saison. Donc, si on rentre vraiment dans le gros du détail de la chose, l'originalité du modèle est surtout en 2 parties. Une première partie sur l'idéalisation des quantités, des variables de quantité. Donc, vous avez la quantité liée aux tendances, W, en haut à gauche, qui est, elle, une traduction un peu de toutes ces décisions stratégiques en amont et qui vient servir surtout de appât pour les consommateurs qui ont une préférence pour la nouveauté. Et elle est distincte donc des 2 autres quantités qui sont les quantités réellement vendues. Une quantité donc vendue à prix régulier et une quantité vendue à rabais. Ce qui fait en sorte que qu'est-ce qui est mis dans le marché est la somme de la quantité liée aux tendances W plus la quantité vendue à prix régulier. Mais la quantité totale, c'est le QR plus le QS, ce qui fait en sorte que l'inventaire invendu est la différence entre le W et la quantité vendue à rabais. Et donc, ça fait en sorte qu'on a une contrainte dans le modèle où est-ce qu'on ne peut pas vendre plus de choses que ce qu'on a amené dans le marché. Et puis, l'autre apport original, c'est la demande inverse. Donc, c'est une forme de demande inverse qui est inspirée pour explorer la substituabilité. Donc, on a le prix pour le bien à prix régulier et le prix pour les biens à rabais. Donc, on a dans ces paramètres, dans cette demande inverse-là, il y a le alpha 1 qui est le bassin total des consommateurs potentiels, un alpha 2 qui vient représenter les niveaux différents de préférence pour la nouveauté. Et puis bêta 1, bêta 2 et gamma sont conventionnels à ce type de forme de demande inverse et viennent donc explorer à quel point quelqu'un qui a une préférence pour la nouveauté va accepter de payer à rabais. Donc, il y a une substituabilité entre le bien à prix régulier et le bien à rabais. Et puis, on a introduit les 2 politiques publiques. Donc, j'avais mentionné la taxe. Ici, au lieu d'être une taxe sur les substances, c'est plutôt une taxe qui est imposée à l'élimination de l'inventaire invendu. Donc, il s'applique seulement sur la différence entre la quantité liée aux tendances et la quantité vendue à rabais. Et puis, il y a le tarif de REP qui, lui, au contraire, s'applique sur tout ce qui est mis dans le marché. Puis, les résultats sont divisés en 2. Le problème du producteur, c'est quand même assez
classique en sciences économiques où est-ce qu'on va venir optimiser une fonction de profit. Donc, le producteur va prendre en compte ses revenus liés aux ventes, va prendre en compte ses coûts de production et les tarifs et taxes additionnels. Et le résultat de ça, c'est l'équilibre du producteur. Que dans cette situation-ci va prendre la forme plutôt d'expression. Donc, il va avoir une décision de QR, QS et W qui vont être des expressions plutôt qu'une valeur. Et on fait la même chose pour le planificateur social, donc le gouvernement, sauf que lui, au lieu d'être en train d'optimiser une fonction de profit, il va optimiser une fonction de bien-être social. Et dans ce bien-être social, on va considérer donc le bien-être lié à la consommation des biens. Le bien-être du producteur, c'est ses profits. Et puis, on a un revenu supplémentaire lié aux taxes et aux tarifs. Et on déduit les dommages liés aux externalités négatives, tant environnementales que sociales. Donc, dans ce cas-ci, c'était surtout environnemental. Et à la fin de simplification, pardon, on a surtout considéré que le dommage environnemental était une constante. Donc ça, c'est une limite déjà du modèle, où est-ce que dans une itération future, quelqu'un pourrait venir et explorer une fonction de dommages environnementaux plutôt qu'une constante et essayer de mieux représenter la réalité. Et donc, parce que les résultats du planificateur social, c'est des expressions de quantité et que le producteur aussi, son équilibre, c'est des expressions de quantité, il faut des types d'analyse. Rapidement, on compare les deux types de quantité à l'équilibre avec l'absence des taxes, donc disons l'état actuel des choses, et en introduisant des taxes, une taxe et un tarif. Et ce que je veux surtout montrer là-dedans, c'est que dans le premier scénario, en absence de taxes, le producteur amène plus de vêtements dans le marché que qu'est-ce que le planificateur social, donc l'optimum social, ne voudrait. Et il y a une exploration à faire sur quelle valeur de taxe et de tarif serait idéale pour faire en sorte que le producteur amène exactement ce que le planificateur social désire. Donc ça, c'est une autre limite qu'une future itération pourra explorer. Et l'autre type d'analyse, là, c'est mes deux gros tableaux complexes, mais c'est une analyse statique comparative qui s'appelle. Donc, on va prendre nos paramètres clés, donc le tarif et la taxe, et on va regarder comment des variations de ces paramètres-là va faire en sorte que les expressions varient. Et la conclusion, c'est que la taxe et le tarif vont avoir un effet similaire et ils ont l'effet attendu vraiment. Où est-ce que quand on introduit des coûts supplémentaires, il y a moins de production, donc il y a moins de biens qui sont amenés dans le marché. Donc, il y a une perte de bien-être social liée au profit du producteur. Et bien, il y avait une ambiguïté sur la perte de bien-être liée au consommateur. Donc, ce serait à déterminer s'il y a eu plus de pertes de bien-être liées à la consommation du bien à prix régulier, alors qu'il y a une augmentation de la consommation du prix en solde. Donc, ce serait à voir sous quelles conditions est-ce que ça s'équivaut. Et dans tout ça, il y a eu un gain on a moins de dommages liés aux externalités, parce que donc il y a moins de production. Ça, c'est le même type d'analyse pour la disposition à payer pour la nouveauté et pour le paramètre de substituabilité. Et les conclusions étaient encore un peu ambiguës aussi, où est-ce que si on augmente la proportion à payer pour la nouveauté, il y a une augmentation tant de la quantité liée aux tendances qui est amenée dans le marché que de la quantité vendue à rabais. Mais il y avait de l'ambiguïté sur le rythme. Est-ce qu'elles avancent en grandissant de la même façon ou est-ce qu'il y en a une qui augmente et qui avance plus rapidement que d'autres? Donc, est-ce qu'on a un inventaire invendu qui grandit le plus qu'on est on a une préférence pour la nouveauté ou est-ce que ça reste le même inventaire invendu qui se suit? Et puis, un peu comme c'était prévu aussi, la variation de la substituabilité, le plus qu'on l'augmente, le plus qu'on a des préférences drastiques. Donc, le plus qu'on veut de la nouveauté et le plus qu'on ne valorise pas la nouveauté, le moins qu'on va vouloir l'acheter.
Ça, c'est un peu les limites du modèle étaient vraiment dans cette ambiguïté-là. Ce que je veux surtout que vous retenir aujourd'hui, c'est la conversation sur les caractéristiques des vêtements en mode rapide. Comment est-ce que le cycle de tendance plus rapide et une baisse de la fonctionnalité vient exacerber les impacts environnementaux. On a regardé un petit peu les stratégies d'économie circulaire possibles et sur leur grosse barrière, c'est l'incitatif économique. Et puis en deuxième partie, j'ai présenté le modèle où est-ce que les plus grands apports, c'est vraiment de considérer cette propension à acheter de la nouveauté et surtout de l'utilisation de cette propension-là de la part des producteurs, pardon, pour attirer les consommateurs. Et puis de considérer les faits de politique publique et de le comparer avec un planificateur social. Et il y a encore donc des ambiguïtés à aller voir. Ce que je voulais conclure peut-être, c'est quand on m'a proposé de participer au webinaire aujourd'hui, il y avait des dates. J'ai vraiment choisi cette date parce que cette semaine, si vous êtes à Montréal, c'est la semaine mode Montréal. Et si vous allez regarder dans la programmation, il y a beaucoup d'ateliers, de conférences qui viennent parler des enjeux de production et de consommation et aussi de pistes de solutions pour comment établir des meilleures stratégies de développement durable. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Pedro, pour ta présentation. C'était vraiment très, très clair. On va enchaîner tout de suite avec la présentation de Walid, qui, on l'espère, devrait fonctionner maintenant. Euh, Walid, je t'invite à partager ton écran. Pour les D'accord. questions, comme je le disais au début, on va attendre la fin des 3 présentations et puis on va poser toutes les questions. Donc, j'étais sur le cadre théorique. Est-ce que si je passe à la diapo suivante, c'est bon? Il n'y a pas de superposition ou autre? C'est bon, cette fois, c'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Donc, j'étais sur le cadre théorique. On a vu sur la littérature que l'implication du consommateur dans le recyclage, c'est principalement focalisé sur l'étude des facteurs psychologiques ou démographiques. Donc, il y a peu d'égards sur les facteurs situationnels ou les facteurs au niveau des attitudes environnementales et aussi au niveau du comportement de consommation circulaire, qui est l'objet de notre étude. Donc, plusieurs études aussi qu'on a constatées dans les recherches scientifiques qui ont prouvé qu'il faut impliquer activement les consommateurs dans la promotion des efforts du comportement de consommation circulaire. Donc, c'est vraiment le déterminant essentiel, c'est d'engager les consommateurs dans cette optique d'implication pour améliorer l'économie circulaire. Donc, cette étude s'appuie aussi sur une base théorique solide en utilisant la théorie de Lewins, qui est de 1939 et 1951, pour explorer les facteurs influençant le recyclage du plastique. Donc, cette théorie fournit une approche systémique en mettant l'accent sur l'interaction entre les forces environnementales et personnelles qui influencent le comportement individuel. Donc, selon Lewins, le comportement humain est donc le produit d'interaction des deux facteurs, environnemental et personnel. Donc, voici notre cadre conceptuel de notre recherche. On va voir ici les hypothèses. La première hypothèse, c'est que les facteurs situationnels perçus exercent un impact significatif sur l'attitude environnementale. Donc, on va voir les sous-variables qui sont dans les facteurs situationnels, le H1, A, B et C. Donc, on stipule que la perception de la commodité qui est A et du faible coût qui est B, de la rapidité qui est C, impacte significativement l'attitude envers l'environnement. Donc, on va voir aussi que l'hypothèse 2 stipule que l'attitude environnementale est significativement liée au comportement de consommation circulaire du plastique. On va voir aussi que les facteurs situationnels perçus influencent significativement le comportement de consommation circulaire du plastique. Et on a aussi 3 sous-variables de l'hypothèse 3 qui sont la perception de la commodité A, du faible coût qui est B et de la rapidité qui est C, influencent significativement le comportement de consommation circulaire. On va voir aussi que la commodité perçue, qui est qui est une sous-variable des facteurs situationnels perçus,
donc les déchets d'emballage en plastique influencent donc significativement le comportement de consommation circulaire par le rôle médiateur de l'attitude envers l'environnement. Donc enfin, aussi, on va voir que la commodité perçue du recyclage des déchets d'emballage en plastique influence significativement, donc on va voir les composants qui sont de A à B. Le recyclage des déchets d'emballage en plastique, B, la réutilisation des déchets d'emballage en plastique, et C, l'évitement d'achat dans des emballages en plastique. Tout ça par le rôle, bien sûr, médiateur de l'attitude envers l'environnement. Donc, il y a trois facteurs et il y a toujours l'attitude envers l'environnement qui vient être un rôle médiateur entre le facteur situationnel perçu et le comportement de recyclage de plastique. Ici, on va présenter la méthodologie. Donc, au niveau de la collecte des données, donc on s'est basé sur une étude quantitative. L'outil de collecte, c'est un questionnaire qu'on a rédigé en deux versions, anglais et en français, pour s'adapter à toutes les provinces du Canada. Méthode d'échantillonnage, elle est non aléatoire sous forme de panel. Le type d'enquête, c'est une enquête en ligne. Et l'échantillon, on a choisi 1000 répondants, chefs de ménage âgés de 18 ans et plus, et provenant de l'ensemble des provinces et des territoires canadiens. Donc, on a utilisé une méthode de quota. Walid, je pense que ton micro s'est déconnecté. On t'entend plus. Est-ce que tu nous entends, Walid? On t'entend très loin. Pas... Je pense qu'on t'entend, mais très très loin par rapport à... On t'entendait très bien, jusque une seconde. Je vais me rapprocher C'est du bon, micro. on t'entend. Donc, on a utilisé une méthode de quota ex ante et pondération ex post sur trois variables qui sont sexe, âge, province et résidence. On doit rappeler que le terme ex ante fait référence à une méthode d'échantillonnage qui consiste à définir des quotas prédéterminés avant la collecte de données. Et pour la pondération ex post, on l'a utilisé ici pour ajuster ou corriger les résultats de l'enquête après qu'elle a été menée. Donc, on va voir quelles sont les méthodes de mesure en fonction des variables qu'on a choisies. Premièrement, on a choisi les items en fonction des recherches de Madame Hertz et al. 2016, donc, qui concernent les facteurs situationnels perçus. Donc, il y a trois items. Le premier, c'est le faible coût perçu, la rapidité perçue et le faible effort perçu. Ensuite, pour les facteurs affectifs, on a choisi l'attitude environnementale en fonction de la recherche de Allomi ID 2019. Et enfin, on a choisi pour le comportement de recyclage, on a choisi la variable je recycle presque tous mes déchets plastiques. Donc, on a pris juste un seul item en fonction de ce que voulait le cabinet Five Red. Donc, l'échelle de Likert, elle est de 7 points. Le premier, c'est totalement en désaccord. Le septième, c'est totalement d'accord. Et au niveau du contrôle, donc le contrôle des données manquantes, on a remplacé par des moyennes arithmétiques selon l'étude de Bain 2010, du biais de non-réponse. Donc, en fait, les comparaisons de des répondants tôt et tardifs fait qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux sous-groupes et du biais de variance commune. Donc, on s'est basé sur le test de Harman. Donc, on a vu ici aussi qu'il n'y a pas de problème au niveau des variances. Et donc, on s'est basé sur les études de Podsakov et al. 2003. Donc, ici, on va donner plus de détails sur notre échantillon. Donc, pour les provinces, il y a 14% au niveau de la Colombie-Britannique, Alberta 11%, Prairie 6%, Ontario 39%, Québec 23% et Maritimes 7%. Maritimes, 7%. Pour le genre, on a 51% femmes et 49% hommes. Pour les tranches d'âge, on trouve de 18 à 24 ans 12%, de 25 à 34 ans 15%, de 35 à 44 ans
16%, et de 45 à 54 ans, 16% aussi. 55-64 ans, on trouve 19%, et de 65 à 14 ans, 16%, et 75 ans et plus, on n'a que 6%. Donc, au niveau des détails de notre échantillon, on a 28 personnes, 28% de notre échantillon ont des enfants de moins de 18 ans vivant dans le foyer, et 27,2% ont un diplôme universitaire, 64% ont un revenu annuel par ménage inférieur à 80 000 dollars, 69% vivent en milieu urbain et 71% vivent dans une maison. Et on a que 67, majoritairement, ils sont propriétaires de leur maison, donc 67%. Donc ici, on va voir quels sont les quels sont les constats de nos résultats. Donc on a tiré 5 constats qui sont majoritaires et représentatifs. Donc le premier constat, c'est un engagement massif pour le recyclage de la part des consommateurs canadiens. C'est à hauteur de 91%. Donc des personnes sondées qui disent qu'ils sont activement qui sont c'est-à-dire dans le recyclage et qui recyclent bien leurs déchets. Deuxième constat, une collecte à domicile très majoritaire, donc dans la plupart des ménages. Troisième constat, un système de recyclage inefficace. Il trouve qu'il y a beaucoup de défaillances. Donc, on peut voir ces défaillances au niveau du troisième constat si vous voulez en détail par la suite. Le quatrième constat, des achats de plus en plus éco-responsables, ce qui est bien au niveau de la population qu'on a étudiée. Donc, il favorise plus l'achat éco-responsable. Le cinquième constat, le faible recours aux épiceries en vrac, produits partagés, et l'enjeu de recyclage des emballages souples. Donc, on a demandé à notre échantillon quelles sont les améliorations qu'ils souhaitaient. Et on a vu qu'il y a deux améliorations fondamentales. La première, c'est que 56% d'entre eux souhaiteraient un système de consignation pour certains contenants plastiques. Aussi, 52% d'entre eux aimeraient des points de dépôt, par exemple dans les grands magasins. Pour les emballages en plastique souple qui ne sont pas systématiquement collectés. Le deuxième point, c'est que 42% souhaiteraient des contenants réutilisables lorsqu'ils se font livrer de la nourriture. Ils disent que le système de paiement à la génération de déchets ne sont approuvés que par 16% des personnes sondées, ce qui est inefficace. Donc maintenant, on va voir les résultats au niveau des tableaux qu'on a tirés du rapport de Favredo. Donc, on voit bien au niveau du tableau 1, il indique que les données sont normalement distribuées car leurs valeurs d'asymétrie sont convenables. Comme toutes les valeurs, quand toutes les valeurs des variables se situent bien dans la plage, en fait, ces plages-là sont tirées des recherches scientifiques qu'on a menées. Ils sont à peu près de 1 à 7. Donc, nous pouvons supposer que les données sont normalement bien distribuées. Donc, le tableau 2, on a la charge factorielle les charges factorielles plutôt qui font référence au degré de correspondance de l'item au construit qu'il est censé refléter. Donc, les indices alpha de Cronbach et CR indiquent le degré de validité interne du construit, c'est-à-dire à quel point le construit est fiable, c'est-à-dire qu'on peut le réutiliser plusieurs fois et on aura toujours les mêmes résultats. On s'attend aussi généralement à avoir un minimum de 0,7. Donc là, la validité interne est bien établie puisque les valeurs sont supérieures à 0,7 pour les deux indices. Donc pour l'écart moyen extrait, il indique aussi le degré de correspondance des items comprenant un construit. Donc il faut généralement un minimum de 0,5. Et là encore, les valeurs, elles étaient supérieures. Il y a donc une bonne correspondance.
Donc, pour le tableau 3, il indique les corrélations entre les différents facteurs et permet d'établir la validité discriminante. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que les variables en gras italique, pardon, tableau 3. Donc ici, les variables en gras italique, soit la racine carrée de l'écart moyen extrait qu'on a vu dans le tableau 2 du construit, sont supérieures à la corrélation entre attitude environnementale et facteurs situationnels perçus. Donc, cela signifie que les construits sont bien différents l'un de l'autre, donc ils sont bien discriminés, ce qui est une bonne chose. Donc, pour le tableau 4, il présente le résultat du modèle d'équation structurelle qu'on a établi dans cette recherche, soit le test des hypothèses. On a donc, on a d'abord l'estimate, qui est l'estimation ici, qui est donc le coefficient de relation entre les construits et qui se trouve indiqué dans le schéma de résultats qu'on va voir juste après. Ce qui est important ici, c'est la colonne pi qui indique la valeur pi, c'est-à-dire la significativité des schémas. Il faut que cette valeur soit inférieure à 0,05 pour que les coefficients puissent être considérés comme statistiquement significatifs et donc que l'hypothèse soit validée. Quand on voit ici les résultats, on voit bien que les hypothèses sont soutenues, donc ils sont validés. Donc on voit bien que le H1, on trouve qu'il est soutenu, le H2 également et le H3. Donc ici, on va voir les modèles après les résultats qu'on a eus, donc les modèles agrégés et les modèles décomposés. Donc on voit bien que pour le modèle agrégé, on a une relation significative entre les facteurs situationnels perçus et l'attitude envers l'environnement. Donc, c'est une relation de 0,356, ce qui valide notre hypothèse. Donc, on voit après aussi que l'attitude envers l'environnement est significativement liée au recyclage du plastique à hauteur de 0,427. Donc, on voit aussi que notre hypothèse 3 et 4 sont validées. Donc, les facteurs situationnels perçus, ils ont une influence positive sur le recyclage du plastique ou le comportement de recyclage du plastique. Pardon. Et après, on voit aussi que les facteurs situationnels perçus, ils ont une relation positive sur le recyclage du plastique, ici par le rôle médiateur de l'attitude envers l'environnement. Donc aussi, on valide bien l'hypothèse 4. Ensuite, pour les modèles décomposés, ici, on va voir le faible coût perçu, qui est une sous-variable des facteurs situationnels perçus. C'est aussi le cas de rapidité perçue et faible effort perçu qu'on va voir par la suite. Donc, le faible coût perçu a une relation significative, positive, donc sur l'attitude envers l'environnement. Il y a aussi une relation positive entre l'attitude envers l'environnement et le recyclage du plastique. Et on voit bien que le faible coût perçu impacte positivement le recyclage du plastique par le rôle médiateur de l'attitude environnementale, ce qui rejoint aussi notre hypothèse. Donc, pour la rapidité perçue, on voit qu'il y a une relation. Oui. Ça rend une petite seconde pour te signifier qu'il va te rester à peu près une petite minute. Je suis désolé des problèmes qu'on a eu, etc. Mais et après la prochaine présentation aussi à faire encore. Qui va te rester une minute environ, si tu veux conclure. Ah, OK. Donc, je vais passer rapidement sur les modèles décomposés. Donc, pour les implications, donc, nous avons contribué à la littérature en explorant les implications théoriques de l'interaction entre les trois facteurs qu'on a vus, facteurs situationnels perçus, l'attitude environnementale et le recyclage de plastique. Donc, notre recherche apporte une contribution significative en identifiant des facteurs spécifiques qui influencent le recyclage, donc ce qu'on a vu dans les résultats. Et nous avons contribué sur le plan managérial en fournissant des informations précieuses pour les pratiques des entreprises, notamment le Cabinify Redo en termes de recyclage de plastique. Donc, pour conclure, en fait, notre recherche a généré de nombreuses publications. La première, c'est une rédaction d'un rapport pour Five Redo, pour le cabinet. La deuxième, c'est un article invité dans la revue Organizations and Territories. Et la troisième, c'est aussi un article invité dans la revue Wireless Energy and Environment. On a aussi publié dans le journal La Conversation un article.
Et on est sur un article un article scientifique empirique en cours de préparation. Donc, ça va générer aussi deux communications à venir, dont l'une est à la Fifth International Conference of Green Urbanism à Rome, en Italie, en décembre 2023. Et une autre, c'est Global Waste Management Symposium en 2024 en Californie. Donc, voici quelques références bibliographiques. Et enfin, je souhaitais juste faire un petit rappel à contribution par rapport à l'article de Madame Erdz et al. Donc, c'est The Recycling Economy. Il s'intitule The Recycling Economy, Anti Current Notes. Donc, c'est une revue. La revue, c'est Discover Sustainability avec un impact de 2,600. Donc, la revue est indexée dans Web Merci. of Science et Scope. Et donc, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup pour. Merci beaucoup, Walid. Merci beaucoup. On est un peu serré en timing là, du coup, avec la dernière présentation à passer. Je m'assurais de partager les informations de l'appel à contribution aux participants à la fin de la. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Walid. Je vais tout de suite laisser la parole à Adeline et Iranka pour la troisième présentation d'aujourd'hui sur la filière du mobilier de bureau. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Super. Hop. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous et merci au REC de leur invitation pour nous permettre de présenter les résultats du projet sur la filière du mobilier de bureau au Québec, contraintes et perspectives d'amélioration dans un esprit d'économie circulaire. Aujourd'hui, je ferai la présentation avec Irenka. Donc, l'équipe du projet rassemble Innovem, qui est un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Victoriaville, spécialisé en innovation en bois et matériaux connexes, l'Université de Laval avec la présence de Marc Journeau et l'ETS avec Irenka et Mathias Glass. Et bien sûr, le REC qui nous a aidés avec cette subvention. Dans notre équipe de recherche, nous avons donc moi-même, Adeline Sénéclose, chargée de projet en économie circulaire chez Innovem, Patricia Gendron, qui est professeure en conception de meubles et représentation 3D à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, Irenka van der Stark, qui est étudiante à la maîtrise en génie de l'environnement à l'ETS, Léo Michelin et Rémi Duclos-Morphy, qui sont deux étudiants-chercheurs en troisième année en technique d'ébénisterie à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Donc, aujourd'hui, la présentation va se diviser en trois sections basées sur les trois objectifs du projet de recherche, c'est-à-dire le diagnostic de la filière au Québec, l'inventaire des types de mobilier et les freins et leviers. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée pour construire notre base de données était de collecter les informations par différents moyens, tels que la prise de contact téléphonique, des emails, des visios, des visites et des questionnaires sectoriels. Donc, au début, on a orienté notre recherche en contactant les différentes parties prenantes, organisées en 8 familles d'institutions, afin de comprendre le comportement organisationnel vis-à-vis de la gestion du mobilier. Donc, ces 8 familles correspondent aux administrations publiques, le secteur des communications, l'enseignement, l'industrie, les organismes de services, les services aux entreprises, les services financiers et une catégorie autre pour tout autre contact. Puis, on a, dans un deuxième temps, contacté les entreprises de la filière du mobilier pour avoir une meilleure idée de comment fonctionnait cette filière. Donc, avec différents types d'entreprises comme les écocentres, les fournisseurs, les entreprises d'aménagement et les services de gestion de fin de vie. Les types de données recherchées étaient les superficies des espaces de bureau, l'inventaire du mobilier, des plans d'aménagement, des méthodes de recensement, des taux de roulement, tout ce qui nous permettait d'avoir des données quantitatives
Et donc, comme je le disais précédemment, des questionnaires sectoriels par rapport aux fournisseurs, aux services de gestion de fin de vie, les clients et les entreprises d'aménagement. Donc, on a eu un taux de réponse positif de 46% lors de nos recherches qui étaient opérées par famille d'institutions. Donc, avec une belle représentation des administrations publiques et des organismes de services qui ont démontré un fort intérêt face à la problématique du mobilier de bureau. En ce qui concerne les entreprises de la filière du mobilier, on a eu 40% de réponses, mais seulement 13% étaient des réponses positives, c'est-à-dire des entreprises qui souhaitaient participer à la recherche. On peut voir que par rapport au taux de réponse par famille d'institutions, qui représente principalement la clientèle, en fait, le taux de réponse et l'intérêt par rapport à la problématique est beaucoup plus forte que pour les entreprises de la filière du mobilier. Donc, par rapport au diagnostic de la filière au Québec, on a eu quand même pas mal de difficultés à avoir des résultats globaux au niveau du Québec. Mais d'après plusieurs études, en 2020, il y avait 672 000 tonnes de meubles par an au Canada. Dans une démarche de revalorisation, l'économie en CO2 et d'une revalorisation de mobilier de bureau représente 3,2 kilos par kilogramme, alors que par exemple pour le plastique, on est sur 0,1 kg par kilogramme. L'énergie requise pour la revalorisation d'un poste de travail a été estimée à 82% inférieure à de la fabrication traditionnelle, c'est-à-dire fabriquer un mobilier neuf. Aujourd'hui, on estime au Canada seulement 10% des meubles qui sont rénovés ou revalorisés, alors que par exemple au Royaume-Uni, on est sur un taux plus élevé de 30%. Surtout si on estime qu'on augmente ce taux de 20% pour atteindre par exemple un 30% ici au Canada, on estime à 135 000 tonnes de déchets en moins par année, 13 500 tonnes de déchets plastiques en moins et 440 000 tonnes d'émissions de CO2 en moins. Je vais laisser la parole à Irenka pour vous expliquer la suite. Oui, merci beaucoup. Donc, après nombreuses discussions, recherches et extractions de données, notre équipe a réussi à pondre un schéma logique. Donc, c'est avec ce schéma-là qu'il est possible de voir les différents chemins que le mobilier de bureau peut prendre après sa phase d'utilisation. Fait qu'avant de passer au travers, il faut savoir que le schéma est divisé en 3 sections. Donc, on a la première section nommée procédure interne. Donc, c'est tout ce qui peut se faire à l'intérieur d'une organisation. Ensuite, on a la section bouclage de la matière. Donc, on peut voir qu'ici, d'une certaine façon, la matière va être recirculée. Et finalement, la dernière section, où est-ce qu'on retrouve aucune circularité. Donc, pas de circularité, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Si on commence en haut du schéma, on a les étapes classiques de la fabrication de la matière. Donc, on les a jusqu'à la phase d'utilisation. Mais après ça, on va utiliser le meuble pendant 5, 10, 15 ans. Puis, on les veut plus. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'on va pouvoir suivre le chemin des questions, puis se demander qu'est-ce qu'on en fait. On peut se demander, est-ce que c'est réutilisable? Si oui, en ce cas-là, on peut faire du réemploi à l'interne, à l'externe, on peut faire des dons à des organismes. Si c'est pas réutilisable, est-ce que c'est restaurable? Si oui, ben dans ce cas-là, on peut aller avec le procédé de reconditionnement sur lequel on travaille en ce moment avec Hydro-Québec. Et sinon, la remise à neuf peut rentrer dans cette catégorie-là aussi. Si c'est pas restaurable, ça peut être recyclable. Donc, le schéma classique, on va prendre du plastique, on va le faire fondre, on va le remettre en circulable. Excusez-moi. Puis si c'est pas recyclable, on peut se questionner sur sa valorisation. Donc, nous, si c'est valorisable, on a divisé la valorisation en 3 segments. Donc, on a la valorisation matière, la valorisation sans recyclabilité et la valorisation énergétique. On sait un peu c'est quoi la valorisation énergétique, mais pour distinguer matière et sans recyclabilité, on peut prendre l'exemple des copeaux de bois. Donc, si on utilise des copeaux de bois dans un
système de civiculture, par exemple, on voit qu'on peut certaines matières qui vont être recirculées, tandis que si c'est pour utiliser comme recouvrement dans des dépotoirs, ben là, on perd la circulabilité. Si à la fin, c'est pas réutilisable, en fait, si on le réutilise pas, si on le restaure pas, si on le recycle pas, si on le valorise pas, alors on l'envoie à la disposition. Donc, c'est la dernière étape, la disposition sans valorisation, qui est dans notre cas l'enfouissement. Voici, ça c'est, en fond, on vous présente, c'est le vocabulaire qu'on a utilisé à l'interne pour s'assurer que nos propos soient cohérents. Donc, on a la phase d'utilisation, on comprend bien que c'est le produit qui est utilisé en ce moment. On a le réemploi, donc c'est le mobilier qui va retourner dans la chaîne de valeur avec le même usage qu'il y a en ce moment, mais il va être tel quel. Puis si je peux faire la différence avec la remise en neuf qui se trouve juste en dessous. En fond, c'est le meuble, il retourne dans son usage tel actuel, mais pas tel quel. Il va subir comme des modifications légères comme la réparation, peinture, sablage et teinture, etc. Pour ce qui est du recyclage, on a l'exemple du plastique qui va pouvoir être réintroduit dans la chaîne de valeur. Le reconditionnement, là, on est tout dans une autre démarche. Donc, on parle que tout le produit doit être démantelé, les matières doivent être triées. On va faire l'ajout de nouveaux matériaux pour créer complètement un nouvel objet. Donc, ici, on a vu la valorisation matière. Si on change de diapo, on a les 3 valorisations ici, puis la disposition sans valorisation. Donc, comme j'ai mentionné, c'est l'enfouissement qui est la destination finale. Puis, dans le cas du mobilier de bureau, c'est la voie qui est la plus empruntée actuellement. Donc, on va changer de section. Tout ce qui est inventaire et mobilier. Donc, c'est pour faire un comparatif. En fond, ça, c'est le cubicule classique qu'on retrouve. Là, on a pris ce cubicule-là parce que c'est le projet d'Hydro-Québec sur lequel on travaille. Dans le fond, on voit que c'est un espace individuel. Il est cloisonné. En général, on peut remarquer comme que ces meubles-là étaient larges, donc on avait un besoin d'espace pour les grands ordinateurs d'avant, et lourds. Donc, ces 2 caractéristiques-là, ils font en sorte que c'est pas facilement réutilisable. Donc, c'est moins intéressant pour le public. Les nouveaux aménagements, là, on est un peu ailleurs. On cherche un peu plus d'espace ouvert. Le cubicule n'est pas disparu pour autant, mais on désire avoir plus d'espace de collaboration. On veut des meubles qui sont amovibles, comme des tables qui montent, qui descendent, par exemple. On cherche aussi une certaine flexibilité, donc on veut changer l'espace au besoin, on veut bouger les meubles si ça nous intéresse. Ça, c'est d'autres exemples. Faut aussi dire qu'on cherche un peu plus de simplicité aujourd'hui et d'épuration. Donc, en fond, on a pris un vieux meuble, un ancien meuble, on a pris un meuble d'aujourd'hui. C'est un comparatif sur ce qui est la matière. Donc, on a le premier schéma, c'est la répartition de matière en nombre, et la deuxième, c'est par poids. Mais si on change à la prochaine diapo, ce qu'on a noté sur la matière des nouveaux meubles, c'est qu'on utilise moins de tissu, moins de plastique. Il y a beaucoup de bois encore, et le panneau de particules n'a pas disparu, on l'utilise autant qu'avant. Donc, la dernière section, les freins et leviers. Oui, dans le fond, vous pouvez voir le schéma devant vous. Au milieu se trouvent les étapes de la chaîne de vie du meuble. Puis pour chaque étape, on a associé des freins et des leviers. Puis on a utilisé la méthode miroir. Là, donc, si vous pouvez voir s'il y a un frein en bas, sa réflexion, dans le fond, c'est le levier qui est associé. Ensemble, on va pas passer à travers tous les freins et leviers, mais on a quelques constats à vous faire ressortir. Par exemple, il était généralement plus facile d'identifier un frein qu'un levier. Souvent, il manque un peu de solutions pour les problèmes qu'on rencontre. On peut remarquer qu'il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être faites pendant et avant la fabrication. Donc, c'est peut-être une section qu'on pourrait particulièrement attaquer. Puis finalement, à la fin de vie, c'est l'étape qui a le plus de freins. Donc, on s'est limité à 4 ici, mais on aurait définitivement pu en mettre davantage. Donc, les différents constats qu'on a pu faire jusque-là, c'est qu'il y a un vrai manque de données quantitatives sur toute la chaîne de valeur. Autant auprès de la clientèle par un manque de ressources humaines, de temps pour pouvoir faire des inventaires
autant sur les intrants que les extrants. On a remarqué par contre qu'il y a des fonctionnements internes sur la gestion du mobilier par la réaffectation de mobilier entre les services, des systèmes de babillard. Il y a des initiatives en redesign, mais qui sont souvent dans le cadre de maîtrise d'étudiants, donc pas encore dans la concrétisation réelle du marché. La caractérisation des processus de fin de vie du mobilier de bureau est vraiment, nous est paru assez difficile, voire impossible, car tous les encombrants sont mêlés ensemble, autant les fauteuils, les divans, les canapés, les lits que le mobilier. Et aller chercher le mobilier de bureau spécifiquement là-dedans était vraiment compliqué. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les services de dons et revente, donc qu'on a pu voir dans le schéma que nous a expliqué Irenka, est quand même quelque chose de très fonctionnel présentement. Sauf que lorsqu'on parle de mobilier de bureau, on parle de grosses quantités et souvent ces organismes-là aussi ont une clientèle qui est plus du particulier, donc avec moins d'intérêt face au mobilier de bureau. Et également, bien sûr, la conception est un vrai frein au réemploi, au démantèlement et au reconditionnement. Donc, les défis qu'on a eus, c'est il y a une disponibilité accrue de meubles bon marché qui réduit la demande pour les activités de récupération des ameublements résidentiels et de bureaux. La différence entre le prix d'un meuble neuf par rapport à un meuble récupéré peut paraître trop faible pour venir motiver l'adoption de comportements d'achat durables. Puis parmi les obstacles aussi d'un bien récupéré, il y a l'aspect qualité inférieure par rapport à un meuble neuf. Et les mobiliers de bureau ne sont pas conçus pour de la revalorisation présentement. Les différentes actions qu'on pourrait mettre en place seraient de mettre une législation de REP visant l'ameublement et y inclure des dispositions sur la réutilisation, le reconditionnement et le redesign, mettre en place des interdictions d'enfouissement, offrir des incitatifs pour la revalorisation et le réemploi des meubles, éliminer les taxes sur les produits et services liés à la revalorisation et concevoir et fabriquer des meubles durables susceptibles d'être revalorisés à plusieurs reprises. Mettre en place des normes en éco-conception pour faciliter les étapes de démantèlement et favoriser une voie en réemploi et en redesign, et s'assurer que l'entreposage et la manipulation des mobiliers est correct pour pouvoir permettre la réutilisation des matériaux excédentaires et pouvoir les récupérer. On va vous parler maintenant du projet avec Hydro-Québec, tout simplement parce qu'à la suite de cette recherche-là, on a eu la chance de travailler sur l'économie circulaire au cœur du mobilier de bureau, en partenariat avec les mêmes partenaires qu'on a présentés juste avant. Donc, Hydro-Québec avait comme objectif de venir réaménager une partie de leurs locaux avec du mobilier redesigné, c'est-à-dire on récupère de l'ancien, comme on en a parlé, on parle des cubicules qu'on vous a présentés précédemment, pour pouvoir créer du nouveau mobilier avec ça. Bien sûr, c'était d'accompagner Hydro-Québec dans une initiative circulaire et poursuivre notre étude sur la revalorisation du mobilier de bureau par un projet concret. Les défis, bien sûr, c'est innover dans un domaine en développement, concilier nos échéanciers, inclure l'éco-conception dans un milieu qui en est dépourvu et prouver qu'un processus de circularité est envisageable à long terme dans l'industrie du meuble. Donc, les différentes étapes de ce projet-là se sont divisées en deux parties. La première phase a été réalisée entre octobre 2022 et février 2023. Donc, on a réceptionné le mobilier, on l'a démonté, on a inventoré tous les matériaux internes au mobilier
pour pouvoir l'analyser, comprendre le taux de revalorisation de chaque pièce, pour pouvoir créer de nouveaux concepts, de prototypes, de nouveaux mobiliers. Donc, on a proposé en modèle 3D aux clients et ils ont validé plusieurs de ces prototypes-là pour pouvoir entamer une phase 2 dans laquelle on est encore, pour laquelle le but est de voir le coûtant, savoir est-ce que du mobilier réutilisé, redesigné est moins cher ou pas par rapport à du mobilier neuf. Il Et va rester également, moins d'une minute, Adeline. ouais, c'est la fin. Valider l'impact environnemental de ces prototypes, puis par la suite analyser l'industrie, savoir quel type d'entreprise pourrait procéder à ce type de production. Puis l'objectif de poursuivre après ce projet-là, bien sûr, ça va être de rédiger avec Hydro-Québec l'appel d'offres public, accompagner les entreprises choisies par Hydro-Québec et aller vers une mise à l'échelle avec d'autres partenaires pour pouvoir également valider et adapter nos outils de calcul d'impact. Donc, pour conclure, ça serait en 3 points. Premièrement, améliorer les politiques de gestion de matières résiduelles pour une meilleure collecte de données. Le déploiement d'une nouvelle voie en réemploi avec l'application du projet d'Hydro-Québec et les recommandations en éco-conception auprès des fabricants, mais également amener des recommandations pour les nouveaux appels d'offres en approvisionnement en mobilier de bureau auprès de la clientèle. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Adeline et Irenka, pardon, toutes les deux, pour la présentation. C'était vraiment très, très intéressant. Bon, on est un peu désolé pour le temps que ça a pris. Il y a eu un peu des problèmes techniques qui ont un peu engendré un peu du retard. Si les conférenciers sont encore disponibles et puis si les participants souhaitent quand même poser quelques questions, je propose qu'on se garde quand même un petit 5 minutes là pour poser quelques questions éventuellement sur l'une ou l'autre des 3 présentations qu'on vient d'avoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, qui souhaiteraient les poser à l'oral ou les poser dans le chat? Oui, pour l'enregistrement, il sera disponible sur le site web du réseau dans les prochains jours. Donc, l'enregistrement des rencontres, de la rencontre et les présentations qui ont été faites, les PowerPoint seront disponibles sur le site web. S'il n'y a pas de questions particulières, je vous remercie pour votre participation. Je vous partage en fait le lien pour notre calendrier événementiel du réseau des prochaines activités si vous souhaitez vous participer à l'un de nos prochains événements. On organise à peu près toutes les 2 semaines environ. Donc voilà, je vous remercie. Merci à tous, belle journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.